Merci Esther Benbassa de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Merci à vous. Vous êtes élu de Paris, vous n'appartenez à aucun groupe, mais vous êtes écologiste. On va parler évidemment de l'actualité avec vous. D'abord, Emmanuel Macron l'a vu dans le journal qui a donc officialisé hier la panthéonisation à venir de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée qui l'accompagnera au Panthéon. Ils se sont illustrés pendant la résistance par leur lutte contre l'occupant allemand. Missak Manouchian, militant communiste, qui entrera donc au Panthéon le 21 février prochain, 80 ans après avoir été fusillé. Vous saluez cette décision d'Emmanuel Macron? Bien sûr que je la salue. Mais enfin, c'est en même temps un peu dirions-nous, en même temps de M. Macron, puisque récemment, il a encadré un petit peu sa première ministre qui a parlé du Rassemblement national comme héritier de Pétain. Et là, n'est-ce pas, s'adonne à cette mission. Je la trouve, moi, je l'approuve parce que finalement, c'est un apatride, un étranger qui a versé son sang pour la France et ça montre très bien qu'on n'est pas français seulement par le sang et mais par le sang versé, oui, il était quand même un homme qui s'est battu pour des principes humanistes, internationalistes, anti-xénophobie. Et aujourd'hui, on a besoin d'une figure pareille, de la célébration de cette figure, et pour montrer que tous les étrangers dont on parle tellement ne sont pas des délinquants seulement, et ils ont fait la France d'aujourd'hui. Ça résonne avec le débat actuel sur l'immigration pour vous, cette entrée de Oui, mais moi je trouve que, enfin, on en a un peu assez de parler de cette immigration qui serait faite de délinquants, de gens qui ne s'intègrent pas, qui deviennent des terroristes, etc. On a besoin d'une image aussi positive. Selon vous, c'est que ça le discours sur l'immigration? Le discours sur l'immigration aujourd'hui, c'est comment empêcher les immigrés de venir en France. On ferme les frontières. C'est pas aussi comment leur permettre de mieux s'intégrer, de mieux s'assimiler? Et d'en accueillir moins pour qu'ils s'intègrent mieux? On aurait aimé, n'est-ce pas, qu'il y ait un meilleur accueil pour qu'il y ait une meilleure intégration. Mais aujourd'hui, c'est que, le visage négatif, un visage négatif qui est renvoyé de l'immigration. Vous avez vu la catastrophe d'il y a quelques jours avec ce bateau où il y avait 700 personnes, probablement, on ne connaît pas le chiffre exact, mais on sait déjà qu'il y a 500 disparus et plus de 70 morts. On va reparler de ces questions tout à l'heure avec Stéphane Beignet de TVRN. On va parler du reste de l'actualité puisque ce week-end était aussi marqué par des tensions autour du projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Il y a eu des manifestations dans les Alpes, un projet qui doit permettre de faire circuler des trains de fret et de voyageurs entre la France et l'Italie. C'est une manifestation qui était interdite, pourtant il y avait des élus. Mathilde Panot, Éric Piolle étaient présents. Est-ce que c'est la place des élus pour vous ? D'abord, je me pose la question, pourquoi interdire une manifestation pareille pour débordement, soi-disant? Par crainte de débordement après ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il ne fallait pas l'interdire pour vous? Mais non, je crois que les manifester est un droit des citoyennes et citoyens français. L'interdire, ça crée plus de problèmes que de ne pas l'interdire, puisque il y a quand même eu, même interdite, il y a eu des débordements. De part et d'autre, il y a eu des échauffourées. Il y a eu 7 blessés légers parmi les forces de l'ordre. Vous le regrettez? Oui, je le regrette. Je suis contre la violence. Mais en même temps, on n'arrive plus à limiter ou à supprimer ces débordements dans n'importe quelle manifestation, vous voyez bien. Mais en plus, là, c'était une manifestation en principe d'écologistes, puisque c'est l'association Les Soulèvements de la Terre qui l'avait organisé, entre autres associations locales. Et c'est vrai qu'il faut encourager le fret. Et il faut donc se servir du tunnel qui existe. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de la part d'écologistes de s'opposer à une manifestation qui encourage le fret pour désengorger les camions des vallées des Alpes?
En principe, oui, mais il y a déjà le tunnel de Fréjus qui est sous-utilisé. Il faut l'utiliser davantage, il faut l'exploiter davantage. Et là, cette affaire du Lyon-Turin dure depuis 30 ans. C'est un projet très coûteux, à peu près 26 à 30 milliards. Avec cet argent, on peut rénover les lignes de fret qui existent. Qui est en grande partie financée par l'Union européenne. Oui, par l'Union européenne. Et les lignes de train, les infrastructures qui sont quand même dans un état, dans certains endroits, dans un état quand même, piètre état plutôt, on peut utiliser ce mot. Et puis là, il y aura vraiment une destruction des ressources de la biodiversité, l'assèchement de la montagne avec le drainage qu'il y aura pendant les forages. Et puis, il faut se dire aussi que c'est excessivement coûteux. Et en plus, il y aura la bétonisation des terres. Donc, il faut y renoncer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que côté italien, le projet, il est déjà bien lancé. Côté français, c'est en attente. Ça veut dire que vous dites à l'exécutif de renoncer? Oui, ce serait la meilleure solution. Je ne vois pas d'autre. Si on a vu hier la tempête, il y a quelques jours aussi. Alors maintenant, même les sceptiques, les climato-sceptiques doivent se rendre à l'évidence que la planète est quand même aussi en très mauvais état et qu'il faut qu'on la sauve. Ah oui, mais justement, est-ce que renforcer le fret, ça ne va pas aider à sauver la planète? Je suis pour le renforcement du fret, ça va de soi. Mais il y a le tunnel de Fréjus, on n'avait pas besoin de ce tunnel. On voit aussi qu'en Italie, il y a des manifestations d'Italiens qui étaient présents à la manifestation française. Il ne faut pas avoir en tête que l'exemple de Sainte-Solène, parce que voilà, ça serait la catastrophe, tout le monde s'entretuerait. Non, il faut quand même laisser un peu libre les gens. Y compris les soulèvements de la terre, dont la dissolution devrait être prononcée mercredi en Conseil des ministres? Écoutez, dissoudre les associations ne sert à rien. Aujourd'hui, on est passé à l'ère de la désobéissance. Et je suis contre vous encouragez? Je me dis que peut-être... Moi, je ne l'encourage pas parce que je ne suis pacifiste, mais je me dis que peut-être c'est un cri d'alarme. Il n'y a plus d'autre solution que la désobéissance, puisque les pouvoirs publics sont dans la lenteur, l'attente, les mesures prises pour combattre le CO2, pour faire des avancées, pour faire une transition écologique digne de son nom. Écoutez, il y a peu de gens au gouvernement qui sont très enthousiastes. On fait ça lentement, on prend son temps, mais on a vu ces tempêtes, c'est affreux quand même, ça n'arrivait pas comme ça. Il y a quand même des raisons et on ne peut pas continuer à obéir et à laisser faire. Peut-être que désobéir, peut-être pas violemment, mais désobéir, c'est quand même peut-être une solution. Et cette question du maintien de l'ordre, c'est un sujet que vous avez évoqué la semaine dernière avec Claire Hédon, la défenseure des droits, qui était auditionnée au Sénat par les sénateurs de la Commission des lois à laquelle vous appartenez. On va voir les temps forts de cette audition avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Et Alex, la défenseure des droits, Claire Hédon, a donc remis la semaine dernière son rapport d'activité 2022. D'abord, rappelez-nous, quelles sont les missions de la défenseure des droits ? Oui, on le rappelle, le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui peut être saisie par toute personne qui estime que ses droits ou ses libertés ne sont pas respectés. Alors elle a 5 domaines de compétences sur lesquels elle peut être saisie. La défense des droits de l'enfant, l'accès aux services publics, la lutte contre les discriminations, la protection des lanceurs d'alerte et le respect de la déontologie en matière de sécurité, notamment des forces de l'ordre. C'est ce sujet qui préoccupe beaucoup l'actuel
défenseur des droits Claire Hédon, notamment après des mois de manifestations contre la réforme des retraites, des manifestations parfois émaillées de violence. Et la défenseur des droits a reçu 169 réclamations dénonçant les violences de certains policiers contre des manifestants. On va l'écouter. Les réclamations portent effectivement sur des personnes qui disent avoir été privées de liberté dans des NAS sans point de sortie, des personnes qui disent avoir été victimes de violences, des interpellations suivies, considérées par le réclamant de garde à vue arbitraire. Et la nouveauté, c'est des journalistes empêchés de faire leur travail. Ça, c'est des réclamations nouvelles que nous n'avions pas avant. Et dans son rapport, la défenseure des droits estime que des droits ont été bafoués et qu'avec de telles violences de la part de certains policiers, eh bien, cela peut fragiliser, je cite, notre édifice démocratique. Alors ce discours, il n'a pas forcément plu aux sénateurs de la majorité de droite au Sénat, puisque les sénateurs, les Républicains, tiennent un discours de soutien aux forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le sénateur apparenté LR François Bonhomme a estimé dans cette audition que l'analyse de la défenseure des droits n'était pas impartiale. Regardez ce qu'elle lui a répondu. Monsieur Bonhomme, toutes les démocraties ont des institutions équivalentes à la nôtre. Toutes. Nous menons des enquêtes en contradictoire et nous entendons l'ensemble des parties. Donc notre travail est tout à fait objectif et impartial. Et c'est vrai, je sais, l'un de vous l'a dit, je ne vois que ce qui ne va pas. Et c'est d'ailleurs, l'institution a été créée pour ça et on ne m'a pas demandé de faire des rapports d'état des lieux complets, mais bien de rapports à partir de ce que nous observons dans nos réclamations pour faire un certain nombre de recommandations. Voilà, la défenseur des droits qui a donc tenu à justifier l'utilité et l'intégrité de sa mission. Esther Benbassa, on l'a vu, Claire Hédon, elle dénonce les violences de certains policiers. Elle estime que cela met en péril notre édifice démocratique. Est-ce que vous feriez un constat aussi sévère ? D'abord, elle dirige une institution indépendante. Elle peut exprimer, suivant les demandes qui sont faites, les réclamations qui sont faites, elle peut arriver à une conclusion qui n'est pas celle de Monsieur Bonhomme. Ça, il faut l'accepter aussi. Moi, je ne suis pas d'emblée contre les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre doivent aussi respecter certains principes de défense du citoyen et ne pas dépasser les objectifs qui leur sont assignés. Mais parfois, il y a des dépassements, on le sait. Je participe en général à pas mal de manifestations. Et je vois que la violence ne baisse pas à un moment de la part des policiers. À un moment, au début de l'arrivée de M. Nunez, j'ai été vraiment étonnée que les choses aillent bien, que les NAS disparaissent. Et il y avait vraiment des efforts qui étaient faits. Et moi, je trouve ça exceptionnellement bien, quoi. Mais là, de nouveau, ça recommence. Et puis, il faut quand même que quelqu'un comme la défenseure des droits dise ce qu'elle entend. Voilà. Et moi, je n'ai pas à être pour ou contre. Moi, je suis pour un état de droit qui respecte ses limites. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ces violences de la part de certains policiers ? Est-ce qu'il faut changer carrément la doctrine de maintien de l'ordre ou est-ce que ça fait partie notamment du climat de tension extrême et des affrontements avec les Black Blocs ? Bien sûr qu'il y a les Black Blocs, on les voit débarquer. Avant, on les voyait avec les gilets jaunes arriver par les trottoirs et maintenant, ils sont devant les syndicats. Ceux qui mélangent le français, la française qui militent et qui vont à ces manifestations. Mais ce mélange fait que d'autres personnes sont touchées aussi parce que les Black Blocs sont devant maintenant. Bien sûr, il faut combattre les violences des Black Blocs. Et ils n'ont pas leur place dans ces manifestations, mais ils viennent perturber. Et écoutez, il faut peut-être que la police soit disons, professionnaliser davantage, aille apprendre dans d'autres pays le système de désescalade, comme en Allemagne, par exemple, où elle n'est pas assez professionnelle, la police ? Non, professionnelle qui s'adapte dans la stratégie du maintien de l'ordre. Du maintien de l'ordre, parce qu'il y a d'autres pays qui ont adopté quand même des méthodes de désescalade qui permettent quand même de dialoguer en amont
avec ces forces perturbatrices qui sont dans les manifestations. Parce que ça sert à quoi voilà, et c'est vrai aussi que moi je suis très chagrinée quand je vois ceux qui attaquent les forces de l'ordre. Je me dis, nous tous, nous sommes dérangés par ces violences. Il n'y a pas seulement... ces violences ne sont pas abstraites. Nous sommes là et nous en souffrons de ces violences. Mais il faut trouver maintenant des solutions parce que, comme je vous ai dit, à un moment, en supprimant le nassage, etc., les choses s'étaient calmées et les manifestations se déroulaient dans un certain ordre. Alex, dans son rapport 2022, Claire Hédon, elle dénonce aussi la qualité des services publics. Ah oui, puisque 85% des plaintes qu'elle a reçues en tant que défenseur des droits concernent l'état de nos services publics. Et là encore, ses conclusions sont sévères. Je cite son rapport. Nous constatons la déshumanisation des services publics qui se traduit par une dégradation des relations avec les usagers. Elle ne met pas en cause l'action des agents publics, mais le manque d'agents publics. Conséquence de ce manque d'agents, eh bien, le ralentissement des procédures. Par exemple, le temps qu'il faut pour renouveler sa carte d'identité a doublé en 2 ans. Et selon la défenseur des droits, eh bien, la dématérialisation de nos services publics n'est pas forcément la solution au problème, alors qu'elle rappelle qu'il y a encore 4 millions de Français qui n'ont pas accès au numérique. Esther Benbassa, vous êtes d'accord aussi avec ce constat? Il y a une dégradation de nos services publics? Il y a moins de personnel. Maintenant, on n'accède quasiment pas directement. Il faut passer par les plateformes. Beaucoup de nos concitoyens, surtout en zone rurale, sont dans l'électronisme. Ces personnes ne trouvent pas quelqu'un au téléphone. Ils ont besoin d'exprimer leurs demandes. Maintenant, on passe par ces plateformes. Par exemple, Madame Hédon donnait l'exemple de MaPrime Rénov', où les gens sont dans des grandes difficultés, n'ont pas pu être remboursés ou n'ont pas eu leur subvention. Enfin, c'est un exemple. Vous savez, les passeports, les cartes d'identité, on en a tous souffert. Le gouvernement a créé plus de 2000 maisons France Service. C'est le nom de ces maisons. Et il dit qu'il y a 99% des Français qui vivent à moins de 30 minutes de ces maisons. C'est pas suffisant pour vous? Vous reconnaissez pas un effort de la part du gouvernement? Il y a un effort, mais il faut en faire davantage. Même des gens instruits, éduqués, et parfois ont du mal à accéder à ces services publics. Ou sinon, on ne reçoit pas de réponse. Aussi, on a ça aussi. Bon. Merci Alex. À tout à l'heure dans le club. Ouais. On va parler d'immigration. On en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi l'actualité dans nos régions avec la presse régionale et les télés locales. On va à Rennes où on retrouve Stéphane Beignet. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de l'information de TV Rennes. Stéphane, on va revenir avec vous sur une affaire qui dure depuis plusieurs semaines du côté de Bru, c'est pas très loin de Rennes. L'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui fait couler beaucoup d'encre. Oui, c'est vrai, c'est un dossier qui se joue aujourd'hui un peu en 3 dates. Vous l'avez rappelé, ce fameux CADA a défrayé un peu la chronique. Et d'ailleurs, je poserai une question à Madame la sénatrice dans un instant. Mais le 22 mai dernier, en conseil municipal, le maire de Bru, Philippe Salmon, annonce l'implantation future d'un CADA. Alors tout de suite, le maire se dit un peu surpris, même selon ses termes abasourdi, car il n'y a pas eu vraiment de préparation dans ce dossier. On a très vite ciblé un terrain d'État entre à la fois la gare de Bru, mais également des terrains militaires. Et ce qui pose réellement problème, c'est la salubrité directement de ce terrain, avec des hydrocarbures, avec des métaux lourds. Donc il y a eu une levée de boucliers. Très vite, en conseil municipal, le maire de Bru a dit oui, bien évidemment, est favorable à l'accueil de réfugiés et de demandeurs d'asile, mais pas n'importe où. Et ce qui a fait rebondir un petit peu le dossier, c'est ce terrain. Et jeudi dernier, eh bien, par SMS, le maire Philippe Salmon a appris de la préfecture de région que l'idée était abandonnée. Il y a eu une réunion publique jeudi soir, salle Pagnol à Bru, devant une centaine de personnes. Tous essaient de dire oui à une solution, mais une solution viable. Alors,
en début de semaine, va s'ouvrir à Montgermont, là nous sommes à l'ouest de Rennes, à une dizaine de kilomètres, un ancien hôtel qui va pouvoir accueillir, eh bien, pour l'instant, un sas pour accueillir ces réfugiés et demandeurs d'asile. Alors, sénatrice Benbassa, moi j'ai une question vraiment à vous demander. Bien évidemment, oui pour l'accueil, mais l'État ne gagnerait-il pas à préparer un peu mieux ces dossiers pour amener vraiment quelque chose de plausible pour ces populations de venir? Oui, qu'est-ce que vous entendez par plausible d'abord? Déjà un dossier un peu plus mieux ficelé, parce que on a vraiment vu que le dossier semblait vraiment mal préparé et que l'endroit qui a été donné n'avait pratiquement pas de chance d'aboutir. Est-ce que ça n'est pas fait un peu à la hâte? Moi, d'abord, je ne suis pas au gouvernement. Je vous dirais à la hâte, oui, je n'ai pas vu le dossier, je n'en sais rien. Mais d'un côté, on veut donner de Paris une image à la Emily in Paris, n'est-ce pas? Voilà, la couture, les cafés, les croissants, etc. En envoyant les sans-abri et les immigrés en province pour que pendant les Jeux Olympiques, on ne voit rien. On ait une image. Vous dénoncez cette décision de répartir les migrants en région? Une image retouchée de Paris. Et de l'autre côté, et peut-être, je ne sais pas si les dossiers sont préparés ou pas préparés. En tout cas, l'accueil en région est de plus en plus difficile. Alors, il y a donc un problème quelque part. On ne peut pas dire, voilà, les dossiers sont mal ficelés. Mais à un moment, il faut se dire que si on veut l'intégration des immigrés, il faut les accueillir. Et les accueillir, c'est aussi les loger pendant le temps où ils font leur demande d'asile. Et on ne Mais peut comment pas... vous faites? Parce que les populations locales, elles ne sont pas toujours favorables à l'accueil de ces demandeurs d'asile. Ça crée des tensions. Oui, mais il faut faire de la pédagogie. Il faut arrêter du matin au soir, dans certaines chaînes de télévision, de dire que l'immigration est mauvaise pour la France et que les délinquants sont des immigrés, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est quand même le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On ne les veut pas à Paris. On ne peut pas les loger. Ils sont dans la rue, donc les populations les rejettent davantage. Quand on trouve des sans-logements devant sa porte Mais du coup, Paris, est-ce qu'il ne faut pas restreindre l'immigration? Est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il faut qu'on accueille moins pour accueillir mieux? Écoutez, si c'est possible, peut-être on l'aurait déjà fait. Vous savez, l'immigration, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Vous fermez les frontières, les immigrés qui sont déterminés, qui se battent pour vivre, qui sont dans la misère, en état de guerre, feront tout pour pour rentrer. Alors, vous savez, moi je suis historienne, l'histoire est faite d'immigration et il y a des vagues d'immigration, ça c'est vrai aussi. Mais on ne peut pas les arrêter. Est-ce qu'on peut arrêter un immigré? On a oui, les passeurs, etc. Bien sûr, ils sont coupables, les passeurs. Mais quand on regarde de près l'histoire, il n'y a pas d'immigration sans passeurs. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Il faut faire de la pédagogie. Il faut s'attaquer aux passeurs, sanctionner ces passeurs? Bien sûr, il faut les sanctionner, mais il faut faire aussi de la pédagogie pour dire aux populations que les immigrés, il faut qu'ils s'installent quelque part et qu'on voit, et l'histoire de M. Manouchian montre bien qu'on peut être français, venir se battre pour la France. Se battre pour la France, même quand on est apatride, étranger. Donc, arrêtons quand même de remplir la tête des gens en période de crise et d'inflation et de colère. Vous avez parlé, on a parlé des forces de l'ordre. Il y a une colère quand même de la population avec ces manifestations contre l'allongement de l'âge de la retraite, etc. Cette colère, elle est intériorisée. On peut pas faire fi de tout ça, avoir des réponses courte comme ça. Mais est-ce qu'elle va s'extérioriser dans les urnes avec un vote Rassemblement national? Oui. 43% des Français disent qu'ils ont voté au moins une fois RN.
C'est le score de Marine Le Pen à la présidentielle. Oui. Oui, et en période de crise, on se tourne vers ceux qui n'ont jamais gouverné en espérant que ça ira mieux. On va remercier Stéphane Beignet. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été. Pour vos questions. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Esther Benbassa, vous êtes sénatrice de Paris. Vous vous représentez? Non. Vous allez quitter le Sénat? Oui. Bon, qu'est-ce que vous retenez du Sénat? Vous en avez été une figure. Écoutez, une belle expérience, beaucoup de combats. Et une ambiance feutrée, mais pas moins, disons, dure. Et moi, je viens de l'université. Pour moi, ça a été vraiment pas seulement une belle expérience, mais aussi j'ai appris la cruauté de la politique. On va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup Esther Benbassa. Merci d'avoir été notre invitée ce matin et d'être venue pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le Club du Territoire, on va parler des états généraux de la droite. Les Républicains réunis ce week-end pour entamer leur reconstruction. On y était, vous verrez le reportage. Et puis les Républicains peuvent-ils se passer d'un accord avec Emmanuel Macron? Ce sera le débat du club dans 20 minutes. D'abord, on accueille notre prochain invité, Nicolas Dupont-Aignan, nous rejoint.